Comment ils fournissent tes derniers... C'est vrai, c'est beau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là si nombreux. C'est un peu... Pierre m'avait dit, tu vas voir, ça va bien aller, on va être un petit groupe, ça va être... Alors, très content de vous voir ici ce soir pour assister, participer et être avec nous autres pour le lancement du second roman de Pierre. Je peux dire de notre ami Pierre, j'imagine. Si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être d'ici la fin de la soirée, c'est certain. Alors, on va... C'est moi, je m'appelle Danny Bouchard. Je suis un collègue et ami de Pierre depuis de nombreuses années maintenant. Mais pas tant que ça non plus, mais on se connaît bien. Donc, c'est moi qui vais faire un peu être maître de cérémonie. Et la cérémonie, justement, je vais vous la présenter un peu vers 3 grandes étapes, outre l'introduction que je suis en train de faire. Mais on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une petite période. Pierre et moi, on va discuter un peu de son roman, du processus de la création, comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place. Après ça, Pierre va nous lire quelques extraits, quelques morceaux choisis de ce roman-là pour que vous entendiez la voix, qui, je pense, moi, à mon avis, c'est très important. C'est une voix vraiment intéressante dans ce livre-là. Et après ça, vous allez pouvoir avoir l'occasion de poser des questions, d'aller un petit peu plus loin et s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le roman ou si vous avez des questions, comment ça s'est passé, ben, ça va nous faire plaisir. Enfin, à la fin, on va avoir des petites bulles un peu, c'est une petite période où on va pouvoir échanger entre nous avec Pierre. Et vous allez pouvoir avoir l'occasion aussi, si vous voulez, de faire l'acquisition du roman. Voilà. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir aussi, non seulement en faire l'acquisition, mais avoir une signature personnalisée de la part de l'auteur. L'auteur, Pierre, que je vais inviter maintenant à se joindre à nous, tu sais, qui arrive, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais avoir une entrée comme ça, en toute simplicité. J'ai dit, on va y aller avec quelque chose de léger. Et donc, merci Danny, merci. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Et puis, voilà, donc je me livre en pâture à tes questions, mon Danny. Non, ça va bien aller, ça va être correct. Je t'ai promis que tout serait parfait. Alors, qu'il n'y aurait pas... C'est ce qui m'inquiète. Il y aurait quelques petits moments. Non. Il y a quelques petites surprises, rien de grave. Mais non. Ben, je parlais justement, tu sais, Pierre, quand tu es arrivé un peu, on parlait... C'est la seconde fois, il y a... Certains parmi vous que j'ai peut-être vu lors du premier, mais on avait tous un masque, c'était en petit groupe. Donc, je me rappelle pas, mais il y en a plusieurs qui étaient là. Il y a eu un premier roman, oui. Un second roman, le dernier rayon sur la gauche. Et je voulais commencer en disant qu'il y a quand même un décalage assez important, dans le sens que le premier roman est un roman historique, oui. Avec des figures connues, avec une histoire. C'était quand même une partie fiction, mais c'était un roman historique. Et là, une fiction contemporaine, quelque chose de nouveau, peut-être, si tu voulais... Commencer avec ça. Ouais, c'est ça, nous en parle un peu. Bien, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que le premier roman que j'ai écrit, qui était un roman historique, mais donc inspiré vraiment de faits réels et de personnes qui ont réellement existé, j'ai beaucoup aimé faire ce travail-là, cette recherche-là, parce que dans le fond, on ne veut pas dire n'importe quoi quand on écrit un roman avec des personnes qui ont réellement vécu. On ne veut pas leur manquer de respect. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de recherches et ça m'a pris à peu près 4 ans et demi à écrire ce roman-là, passer à travers toutes les étapes du processus. En comparaison, je veux dire tout de suite, parce qu'on y arrivait, mais le deuxième, ça m'a pris 4 mois et demi. Donc, c'est une différence énorme. Donc, le premier n'était pas dans la douleur.
Pas vraiment, mais le deuxième était vraiment dans le plaisir. Et le premier, c'était un roman d'amour, et le deuxième, c'est un roman que je qualifierais un roman d'humour plus. Donc un peu, c'est vraiment, si vous, comme mon pitch de vente, moi, c'était de dire, si vous avez aimé le premier livre, vous n'aimerez peut-être pas le deuxième. Et si vous n'avez pas aimé le premier livre, peut-être que vous n'aimerez pas non plus le deuxième. Mais on m'a dit que c'était pas un bon pitch là, de vente. Oui. Il est trop tard. Donc, c'était un peu ça. Donc, oui, dans le cas d'Yvette Circé-Côté, je me suis rendu compte rapidement que, comme je vous disais, on peut pas dire n'importe quoi sur des gens qui ont existé. À titre d'exemple, quand on a fait le lancement, Danny était avec moi, on était à l'UQAM. C'était un peu encore COVID, donc au lieu d'avoir une salle pleine comme là, on avait fait 3 groupes de 15 personnes parce qu'on avait une limite de nombre de personnes simultanées qu'on pouvait avoir dans une salle. Ça s'était très bien déroulé, mais ce que j'avais réalisé, c'était qu'on a quand même une certaine responsabilité quand on écrit. Dans mon livre sur Eva Circé-Côté, il y a un personnage secondaire, mais qui est très important quand même, qui est un journaliste célèbre qui s'appelle Oliver Asselin. Alors, dans la salle, il y avait le petit-fils d'Oliver Asselin qui était là. Et je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai dit de lui déjà? C'est-tu correct? Moi, j'avais pas manqué de respect à son grand-père. Donc, je pense qu'il, lui, était très content de ça. Puis il a obligé toute sa famille à le lire parce que, bon, ça parlait de son grand-père. Et Madeleine et moi, on est allés aussi, en revenant des îles de la Madeleine, on avait fait un arrêt au cimetière de Sainte-Luce-sur-Mer où sont enterrés les parents de Pierre Salomon Côté. Et donc, on a vu la tombe de ses parents. Des gens qui sont probablement que personne ne se souvient, peut-être les gens de là-bas, mais je veux dire, c'est pas des figures historiques, mais je me disais, mettons, moi, là, si quelqu'un écrivait dans 50 ans quelque chose sur moi, je suis beau être mort, mais je serais pas content si c'était pas juste, si c'était pas. Donc, il y avait ce côté-là là, qui avait pas un poids, mais enfin, je parlerai de responsabilité là, par rapport à l'écriture. Dans ce cas ici, c'était la joie, l'allégresse. Oui, absolue. Oui. Mais je vais comme ça, c'était pas prévu celle-là. Non. T'as amené une autre question qui n'était pas prévue dans le même bloc, je t'ai fait le même coup. On est habitués d'être ensemble, fait que... Non, j'ai oublié. Tu as oublié? Bon, ça. Non, écoute, je suis pas. Écoute, c'est mon deuxième interview à vie. Hein. Vous savez, moi, je suis spécialisé, je n'interview qu'une seule célébrité, toujours la même. Mais des fois, ça m'amène dans une situation un peu plus difficile. Sa paye va diminuer en conséquence. Oui, je vais y revenir. Mais tu disais une fiction. Oui, je l'ai retrouvé. Oui. C'est une fiction, mais c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est une fiction, mais l'univers dans lequel ça se passe, les lieux, certains personnages, d'après ce que je comprends, sont inspirés. Il y a quand même une dimension aussi. Oui, de faits vécus. Ouais. C'est ce qui m'intéressait parce que, moi, j'ai quand même travaillé, puis là, je trahis mon âge, mais j'ai quand même travaillé. J'ai commencé très, très, très jeune, très, très jeune. Mais à peu près 40 ans dans des bibliothèques, donc près de 30 ans à la Ville-Montréal dans les bibliothèques publiques et 13 ans à l'UQAM, donc aux bibliothèques aussi. Donc, le milieu des bibliothèques m'habite encore, donc on peut sortir le gars des bibliothèques, mais on peut pas sortir les bibliothèques là, du gars. Et donc, j'ai plein d'anecdotes qui me trottaient dans la tête que j'avais le goût de rassembler à travers d'une histoire dont le fil est quand même continu. On parle de différentes choses là-dedans, mais c'est comme un peu... Je me suis dit, OK, je vais faire une intrigue, il va y avoir comme un meurtre. Puis le personnage principal, ça va être un bibliothécaire. Et donc, lui, ce bibliothécaire-là, qui s'appelle Freddy, vous allez le découvrir tantôt, il est à la fois de jour, il travaille en bibliothèque, et de soir, pour tromper l'ennui, il a décidé de devenir détective privé. Mais pas très bon. Donc, il va essayer d'élucider le meurtre parce qu'il va y avoir un meurtre qui va se passer dans sa bibliothèque.
Et à partir de là, donc, je fais cheminer mon personnage et il y a des événements qui se produisent, mais la plupart, c'est des anecdotes que je pourrais 80%, je dirais, c'est des anecdotes que j'ai vécues ou que d'autres personnes que je connais ont vécues. D'ailleurs, si je prépare une suite, j'aimerais ça faire une espèce de brainstorming avec mes amis bibliothécaires pour me nourrir de leurs anecdotes. Il y en a sûrement beaucoup pour qu'on puisse continuer à faire parce que j'ai quand même un peu l'idée de faire une suite parce que la fin reste ouverte dans ce roman-là. Puis j'ai beaucoup aimé faire ça, donc ça serait le fun. Ben, tu as beaucoup aimé, d'après ce que je comprends aussi, ce personnage-là de Freddie Washington, qui est, c'est ça que je disais, qui est très présent, c'est le narrateur, c'est lui qui est en... Tu peux nous en parler un peu de ce Freddie-là? D'où ça vient, Freddie, c'est que, bon, quand j'étais jeune, mettons, à 8 ans, je vais sortir quelque chose ici, quand j'étais jeune, j'ai eu un toutou, j'avais 8 ans, bon, il y a une trentaine d'années de ça, 40, mettons, OK? J'ai eu un toutou que j'ai appelé Freddie Washington en l'honneur de Olivier Guimond qui jouait ce personnage-là. Les plus vieux d'entre nous s'en souviennent, dans l'émission Le Capitaine Bonhomme. Et donc, Freddie m'a suivi, vous voyez, là, toute ma vie. Et à un moment donné, il était un peu à la remise. Et quand Lia avait peut-être mon âge, à ce moment-là, à peu près 8 ans, je lui lisais les histoires de Harry Potter. Donc, on avait lu ensemble les 4 premiers tomes, mais pas le même soir, évidemment, pour s'endormir. Et à un moment donné, quand on a fini le 4e tome, je pense qu'elle, ça y tentait plus tellement, moi non plus. Et j'ai repassé à bon Freddie, puis je me suis dit, OK, je vais prendre Freddie. Puis Freddie Washington, il va parler comme ça, il va y arriver toutes sortes d'aventures, puis il va aller dans l'Amazonie, il va perdre un pied parce qu'il va avoir été mangé par les crocodiles. En tout cas, bref, il y avait plein d'aventures avec Freddie qui arrivait. Et évidemment, quand Lia était plus grande, on a remisé Freddie. Mais j'ai eu l'idée de le ressortir en me disant, un jour, je me suis réveillé, je disais à Madeleine, OK, j'ai une idée. Ça va être une histoire qui va se passer en bibliothèque. Il va y avoir un bibliothécaire. Il va s'appeler Freddie Washington. Et puis, il va faire des enquêtes. Puis, on va découvrir comme ça que la vie d'un bibliothécaire, c'est pas si plate que ça, là. Fait que c'est un peu l'histoire de mon Freddie. Fais attention quand tu parles des bibliothécaires. Il y en a combien dans la salle? Oui, levez donc la main, les ex ou les bibliothécaires. Il y en a pas mal, hein? C'est ça. Il y en a 3-4. Oui. Puis on va le distribuer aussi dans les bibliothèques. Là. Pierre est un auteur UQAM, on va s'arranger pour qu'il y ait quelque chose. Oui. Alors, Freddie Washington qui allait faire des enquêtes. Policier maintenant. Puis je pense qu'il y avait quelque chose autour de ça. C'est un genre, tu avais des inspirations, tu voulais aussi. C'est quoi tes influences qui t'ont amené dans aller vers ce genre-là? Oui, ce que j'avais le goût de faire, c'est quelque chose qui soit. Bon, moi, je suis pas un grand fanatique de romans policiers, donc je respecte pas trop les règles du genre. Mais il y a quand même un mort, puis il y a quand même un coupable. Puis on va découvrir qui l'est. Comment, tu dis, Monique? Non, c'est ça. Mais non. Non, il ne faudrait pas spoiler. Je vais te dire après que vous ayez acheté le livre. Mais donc, oui, donc il y a une histoire qui se passe, mais qui n'est pas tout à fait conforme aux règles du genre. On me le fait comprendre que normalement, le cadavre est découvert dans les premières pages. Moi, je pense qu'il était à la page 60, là, que finalement, on découvre que le concierge de la bibliothèque est mort. Ça, je sais pas, c'est pas un divulgateur. Et donc, moi, j'avais le goût de faire, pas tout à fait un roman policier. Je pense beaucoup, j'aime beaucoup moi, les romans de Daniel Pénac. C'est pour ceux qui connaissent. Daniel Pénac, il y a une faune, il y a des personnages qui sont super intéressants, bien campés. À travers ça, il y a une intrigue policière, mais finalement, c'est pas si important que ça. Donc, j'avais le goût un peu de me rapprocher de cet univers-là foisonnant de Pénac. Et je pensais aussi à un auteur barcelonais qu'on lit moins maintenant, mais qui s'appelait Eduardo Mendoza, et qui a écrit des livres
policiers, mais dans ces romans policiers, il y en a un, entre autres son premier, qui s'appelle Le mystère de la crypte ensorcelée. L'histoire, c'est que des policiers n'arrivent pas à résoudre un crime et ils vont chercher un fou dans un asile d'aliénés. Puis ils disent, si les policiers, avec la logique, on n'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'un fou, lui, peut-être va trouver la réponse? Effectivement, il va la trouver. Mais c'est vraiment spécial. C'est très drôle comme roman. Puis ça m'intéressait. Puis je pensais aussi à David Goudreau, parce que David Goudreau, dans sa trilogie, par exemple, de La Bête, il y a un personnage à l'intérieur de ça, c'est le personnage principal, la bête, il y a une vision de lui-même qui est absolument pas conforme à la réalité. Il pense qu'il pogne auprès des filles, puis finalement, les filles, il veut rien savoir de lui. Mais lui, dans son imaginaire, il est craquant, puis en tout cas, toutes les filles veulent sortir avec lui. Donc, il y a un peu de ça chez Freddy, parce qu'il pense qu'il se pense un peu bon aussi, et puis il va se déguiser, mais finalement, ses déguisements font dur. Et voilà, donc c'était un peu le mélange de tout ça. J'ai brassé ça, puis j'ai fait de la soupe à moi. Et j'ai essayé d'écrire le roman que j'aurais voulu lire, parce que dans le fond, au bout du compte, je pense que quand on écrit, le plus important, c'est le lecteur, le plus important, c'est soi-même. Parce que si on s'ennuie à lire nos propres écritures, je pense que personne ne va s'intéresser à ça non plus. T'sais. Voilà. C'était tout ça? Ouais, qu'on avait dit. Oui. Moi, je suis correct, là, ça va aller. Oui, il y a ça. Mais tu nous as parlé un peu, mais on voudrait tu nous as expliqué comment que cette idée-là était venue, parce qu'au départ, je sais, parce qu'on en a parlé, c'était pas ce roman-là que tu travaillais sur une idée. Oui. Là, tout d'un coup, tu es arrivé, puis 4 mois et demi, ça a été... J'ai l'impression que tu parles de ce processus-là, fait que ça a été... Il y a beaucoup d'humour dans le roman, mais tu as eu, je pense, ça paraît que tu as eu du plaisir à l'écrire. Ça a bien sorti. Il n'y a pas eu de... à partir du moment où il n'y a pas les contraintes du réel, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de blesser personne, quoique... s'il y a des gens qui le lisent, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais bon, c'est marqué au début de l'ouvrage, j'ai bien fait attention, ceci est une œuvre de fiction. Hein, bon, toute ressemblance des personnes. Oui, toute ressemblance avec des situations réelles ou des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Donc, là-dessus, j'ai pris les précautions. C'est ça que tu disais que 80% des anecdotes étaient réalistes. Oui, c'était le mot fortuit. Oui. Fortuit, oui, c'est ça. Oui. Et puis 80% des personnages ont un rapport, d'une certaine façon, c'est moi. Freddy, c'est moi. Je dirais que le directeur qu'on va voir tantôt, c'est un peu moi aussi, malheureusement. Et d'autres personnages aussi. Oui. Même le concierge, c'est moi, d'une certaine façon, celui qui va mourir. Oui, mais là, dis-en pas trop. Non, mais c'est pas... C'est un roman. C'est un roman de Pierre Robert sur Pierre Robert. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais acheter mes exemplaires moi-même. D'où Wagner, quand on est en Oui, c'est ça, la Valkyrie, c'est ça. C'est une thématique. Écoutez, j'ai toujours rêvé de ça, de rentrer au son de la Valkyrie. Bon. Oui, c'est ça. Ouais, manque le napalm. Quoique le napalm, il y en a qui s'en servent pour brûler des livres, là. On pourra revenir là-dessus. Oui. Non, va pas là. Non. OK. Tu as aussi, dans ton processus de rédaction, il y a eu, avec un groupe, tu as soumis ça, tu voulais avoir une rétroaction au début. Oui, c'est ça. Ce que j'avais fait, c'est que la première ébauche que j'ai terminée, on devait être au mois d'octobre de l'année passée, pas le octobre qu'on vient de passer, mais l'autre octobre, parce que c'est long publié, là. J'avais terminé une première version. Puis... ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, j'avais demandé sur Facebook qui est intéressé à lire ce livre-là, évidemment, dans le plus grand secret, évidemment, et de répondre j'avais posé un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez trouvé le meurtrier ou la meurtrière, peu importe, avant la fin? Est-ce qu'il y a des parties qui vous semblent plus intéressantes, d'autres moins intéressantes, et ainsi de suite? Donc, j'ai regroupé, il y a 20 personnes au moins là, qui ont eu la générosité de participer à cet exercice-là et de consciencieusement traverser l'ébauche et de me faire part de leurs commentaires. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tous ces commentaires-là. Puis ma règle de conduite, c'était que, mettons, s'il y a 5 personnes qui me disent « ça accroche, tel bout, telle partie, ça marche pas », je creusais plus profondément. Puis une chose qui est arrivée, c'est que
c'était pas clair pour les gens, c'était qui le coupable. Tu sais. Donc, voilà, donc ça m'a... Ben bon, c'était une bonne chose de passer par un comité de lecture comme ça. C'est pas tout à fait. Non. Pas tout à fait. Non. Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit qu'on aurait cette question-là. Oui, mais la réponse est non. Et donc, leur commentaire, c'était extrêmement précieux. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais, par exemple, un commentaire qui était isolé, que personne n'avait relevé, j'avais tendance à pas trop m'en occuper parce que normalement, dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui va dire ça, cette partie-là, j'aime ça, puis toutes les autres n'ont pas aimé ça, ou en tout cas le contraire plutôt. Là. Et ouais, c'est mieux que ça soit tout le monde a aimé ça, mais un n'a pas aimé ça. Ouais. Et donc voilà, j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là. Et quand j'ai eu terminé, j'ai pris tous les commentaires, j'ai fait des ajustements et j'ai retourné pas le document au complet, mais j'ai envoyé un courriel à tout le monde en disant voici le paragraphe, c'était ça avant, maintenant c'est ça, ainsi de suite. Ça faisait peut-être 3-4 pages de courriel et pour les remercier. Puis j'ai utilisé aussi ce groupe-là pour c'était pas quoi l'autre affaire? C'était-tu pour... Ah oui, pour le titre. Parce qu'au début, mon livre, malheureusement, il s'appelait « Meurtre à la bibliothèque ». Donc, j'avais une lectrice, je vais la nommer, là, Linda Gadouri, OK, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais si on met ça sur Facebook, elle va se reconnaître, Linda. C'est une grande lectrice de romans policiers. Et elle m'a dit, c'est bien plate, ça, parce que... elle a été plus polie que ça, mais elle m'a dit, un roman policier, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut que le meurtre soit au début, puis que, bon, il y a des étapes, tout ça, que j'avais pas suivi. Donc, mais mon livre s'appelait Meurtre à la bibliothèque. OK. Fait que c'est sûr que c'était tendancieux. Puis il n'y avait pas de mise en contexte. Des fois, tu lis le 4e de couverture, tu dis, OK, je comprends où est-ce que ça s'en va, puis ça aide un peu. Puis les gens n'avaient pas ça. Donc, ça m'a permis de rectifier le tir et j'ai réutilisé le groupe des 20 pour tester différents titres de l'ouvrage. Le titre, c'est important. Et puis, le titre gagnant, c'était Le dernier rayon sur la gauche, qui est une forme de clin d'œil à un film d'horreur des années 70, dans le début des films gore, qui s'appelait... Non, La dernière maison sur la gauche, qui est un film d'horreur intégrale, un peu genre Massacre à la tronçonneuse, que je voulais pas faire. Là. Et donc, Le dernier rayon sur la gauche, c'est un peu La dernière maison sur la gauche, pour montrer qu'il y a un peu de sang, mais pas trop, là, quand même. Voilà. Fait que c'était ça. On aurait un peu, tu l'as abordé un petit peu, la suite des choses, pour ça, oui. Mais pour aussi dans la rédaction, c'est sûr. Ben là, que tu voudrais faire après ça? Ben c'est sûr que si ça marche, mettons que si les commentaires sont positifs, puis il y a du monde qui me disent on n'en peut plus, il faut que tu continues. Je vais peut-être faire une suite à ce roman-là, parce que la fin est laisse un peu présager que oui, il pourrait avoir une suite. Et bon, donc j'ai pensé un petit peu là, déjà à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la suite. Puis c'est sûr que j'irai un peu à la pêche, voir mes camarades de bibliothécaires pour voir leurs anecdotes savoureuses et truculentes qu'on pourrait glisser dans un... Parce que moi aussi, éventuellement, je vais devenir à bout de mes propres histoires. Non, j'arriverai pas. Puis sinon, j'ai un autre projet de roman qui est vraiment transversal, que j'ai commencé il y a peut-être 6 ans, qui est basé sur des faits réels. Bon, encore là, ça demande un peu plus pas mal plus de travail. Et c'est la traversée de l'Amazonie d'un couple une baronne et un baron russe qui sont au Pérou en 1903 et la peste éclate et ils doivent retourner en Russie, sauf que comme c'est la peste, ils peuvent pas prendre le bateau à partir de Lima. Donc quelqu'un leur propose on va traverser l'Amazonie, puis le fleuve Amazon, puis vous allez prendre le bateau de l'autre côté. Mais ça se passe mal et ça prend des mois et des mois à faire la traversée. Puis je trouvais que c'était une histoire qui est en même temps réelle, mais qui est romanesque au bout, là. Et la madame, elle se promène avec sa caméra. On peut imaginer en 1903, là, puis c'est comment est-ce qu'on appelle ça, là, ces plaques, là, ouais.
pour photographier. Je pense que c'est quasiment ça. Et elle essaye de faire en sorte que ça soit pas, ça tombe pas dans le fleuve durant toute la traversée. Puis finalement, ils réussissent. Mais bon, donc j'ai un peu ça, puis ça revient tout le temps. Mais en même temps, ben, c'est sûr que ça me fait du bien de semble, ce qu'on voit, c'est que tu as eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Oui. Je parlais de la voix, du plaisir à faire parler ce personnage-là. Moi, je t'ai reconnu souvent dans cette chose-là. Fait que peut-être, ça serait le temps de... Voulez-vous que je vous lise un extrait ou deux? J'ai pensé vous présenter à travers quelques extraits là, que j'ai coupé un petit peu, mais 3 personnages. Freddy, le directeur de la bibliothèque et Mademoiselle Chapelot. Je vous raconterai Mademoiselle Chapelot après, qui s'est arrivé avec elle. Freddy se présente. OK. Mon nom est Freddy Washington et je suis bibliothécaire. Bon. Arrêtons-nous ici un instant, car en relisant cette première phrase, un doute m'étreint. Je cherchais une entrée coup de poing, un incipit qui décoiffe, un alignement incendiaire de mots, mais j'ai plutôt l'impression de démarrer sur un double malentendu. Faute de mieux, laissons les choses en l'état et réglons plutôt d'emblée la question de l'homonymie. Les plus âgés d'entre nous se souviendront sans doute d'un personnage d'émission pour enfants nommé Freddy Washington. Je n'en suis pas la réincarnation. Comme aimait à le dire mon grand-père paternel, il y a plus d'un chien qui s'appelle Pato. Quoique, pour être honnête, je n'ai moi-même jamais croisé un chien nommé ainsi. Affaire de génération, sans doute. J'ajoute, pour faire bonne mesure, que mon grand-papa se prénommait George et qu'il n'a pas pour autant été confondu avec le premier président des États-Unis. Il est donc inutile d'essayer de comparer les traits de son visage et, par extension, les miens, avec ceux de l'une des personnalités politiques immortalisées dans le granit du mont Rushmore. Passons maintenant à l'autre partie de la première phrase concernant ma fonction de bibliothécaire. Elle vous a peut-être fait réprimer un bâillement, mais ne refermez pas ce livre tout de suite, n'éteignez pas votre liseuse et ne vous endormez pas. Je connais, pour en avoir maintes fois fait les frais moi-même, les préjugés et les sarcasmes dont sont victimes les membres de ma profession. D'accord, on va se le dire, la journée d'un bibliothécaire n'a sans doute rien à voir avec celle d'un espion international, mais pour être moins chargée d'adrénaline, elle n'est pas pour autant dénuée d'intérêt. Les imprévus et les rebondissements sont nombreux à la bibliothèque municipale Marie-Huguenot, où j'exerce mon métier, dans le sud-ouest de Montréal. Je pourrais tout à fait m'en satisfaire, mais il se trouve que j'ai également une deuxième occupation tout aussi prenante. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon du métier un privé, un enquêteur, quoi. Je m'occupe de retrouver des bijoux volés pour le compte de dames et de messieurs très fortunés. Je procède à des filatures, j'accumule des preuves. Bref, vous voyez le tableau. Enfin, vous croyez connaître ce travail parce que vous avez vu d'innombrables exemples d'enquêteurs dans des séries policières que vous consommez à la télé. Pauvre lecteur. Abandonnez toute idée préconçue quant à la nature de mes occupations avant de m'accompagner dans la suite de ce récit. D'abord, il faut dire que le poste que j'occupe depuis quelques semaines à peine à la section des adultes de la bibliothèque m'offre une couverture de premier ordre. Je me fais un point d'honneur à maintenir une parfaite étanchéité entre les deux pans de ma vie, poussant le souci du détail jusqu'à publiciser mes services d'enquêteur sous un nom différent. Un expert du crime à mi-temps, travaillant en bibliothèque, ça ne ferait pas sérieux. C'est pourquoi vous trouverez ma réclame de détective sous le nom de Teddy Wilkinson. Qui donc, après ça, irait supposer que le professionnel attentionné et discret que je suis au quotidien se métamorphoserait le soir venu en un redoutable limier, capable d'affronter tous les dangers pour dénicher les précieuses informations qu'on me paie grassement pour obtenir. Je dois dire d'ailleurs, sans vouloir me vanter, que mon taux de succès est assez élevé, d'où l'enviable réputation dont je bénéficie, et le bouche à oreille discret qui m'amène une clientèle toujours plus nombreuse. Les qualités et les techniques que j'ai développées en tant que bibliothécaire, le souci de l'exactitude, la validation des informations auprès de différentes sources, m'ont toutes été utiles dans l'exercice de ma profession nocturne. Et si je veux être tout à fait honnête, la réciproque est tout aussi vraie.
En tant que détective, j'ai appris la valeur de l'écoute, de la patience, du silence et de tant d'autres vertus que j'ai eu l'occasion de mettre en pratique avec quelques-uns de mes collègues à la bibliothèque, mais peut-être plus particulièrement avec le directeur de l'établissement. Fin du premier portrait. Je continue. Le directeur. Ce cher directeur, comment vous le décrire? Les mots me manquent pour vous brosser un portrait qui soit juste. Et pourtant, j'ai l'intime conviction qu'il n'est que le pur représentant d'un modèle générique d'homme que j'appellerais l'homo adaptatus, l'homme adapté. Un homme bien en phase avec son époque. Autrement dit, qui a cette capacité d'assimiler toutes les modes vestimentaires, toutes les pensées au goût du jour et de les faire siennes, sans en contester ni la valeur, ni l'intérêt. Il suffit que quelque chose soit tendance et idéalement avant-gardiste pour remporter son adhésion. Physiquement, Olivier Sébastien Beaugrand-Lavigne, OSBL pour ses nombreux détracteurs, se présente bien, comme dirait ma mère. Il a une réelle prestance. Grand, élancé, la barbe de 3 jours, le registre de voix artificiellement maintenu une octave plus basse que ne la voudrait la nature, des lunettes rondes à la Lennon, des cheveux noirs assez longs, judicieusement en bataille, avec de longues couettes de chaque côté qu'il ramène sans cesse derrière les oreilles lorsqu'il parle, ce qui fait saliver la plupart des filles, mais qui me rend complètement dingue. Tiens, parlant du loup, le voilà qui arrive, vêtu de son complet Harmonie, tout droit sorti du dernier numéro de Vogue. À son train volontaire, je devine déjà qu'il a une idée géniale de développement dont il souhaite me faire part. Je trépigne d'excitation. Pourvu qu'il évite de faire allusion à ma taille, cette fois en m'attribuant l'un des sobriquets dont il a le secret avec ses airs de fausse camaraderie. Ah, mon petit Freddy Chou, vous voilà. Venez dans mon bureau, j'ai à vous parler. Le directeur s'assied, m'invitant d'un geste princier à prendre place sur une chaise basse et inconfortable devant lui. Technique d'interrogatoire bien connue de l'ex-KGB. Faire en sorte que le sujet se sente physiquement en position d'infériorité. S'assurer de le dépasser d'au moins une tête, de manière à ce que le regard tombe sur lui comme celui d'un suzerain sur son vassal. Après une longue expiration, accoudé sur son bureau, les doigts croisés sous son menton, l'oracle se décide enfin à parler. Mon cher Freddy, l'heure est grave. J'arrive du conseil municipal où le conseiller Landry a encore une fois profité de ma présence pour m'humilier en faisant l'éloge des pratiques qui ont cours à la bibliothèque municipale de Trois-Rivières. Vous savez que ce politicien d'origine trifuvienne n'en a que pour ce qui se fait là-bas. Or, il semble que d'importants travaux d'épuration y soient en cours pour retirer des collections tout document pouvant avoir un caractère offensant, de façon à ce que la bibliothèque devienne de facto une sorte de bulle de bienveillance, selon son expression. Il m'a immédiatement pris à partie pour me demander quels efforts nous comptions faire pour nous mettre à la page et copier cette belle initiative. Sa question était une attaque frontale devant le public. Aussi, n'ai-je pas pris le temps de réfléchir et sans même m'adresser à lui, j'ai fait valoir aux membres du conseil que la démarche décrite par l'élu était intéressante, mais qu'à mon humble avis, elle demeurait assez limitée de l'ordre du balbutiement. De notre côté, je dis, nous avons l'intention d'aller encore plus loin, car en plus des documents relevant de l'appropriation culturelle ou présentant des stéréotypes blâmables, nous allons bannir de nos rayons toutes les œuvres basées sur une appropriation de genre. Ainsi, par exemple, j'ai mentionné qu'un ouvrage portant sur une femme, mais écrit par un homme, ou inversement, serait proscrit. Et voilà où vous intervenez, mon petit Freddy. J'aimerais que vous retiriez des rayons tous les documents pouvant être assimilables de près ou de loin à de l'appropriation sexuelle ou de genre. Appliquez cette consigne de manière large, dans le doute, retranché. Je préfère ne prendre aucun risque. Imaginez mon embarras si un journaliste au fait de nos travaux venait débusquer dans nos collections un ouvrage qui n'aurait pas dû s'y trouver. Landry se ferait sans doute un plaisir de venir danser devant ma tête coupée. Et nous y voilà. Le compère Beaugrand-Lavigne vendrait père et mère pourvu que sa précieuse carrière n'en soit pas affectée. Tout ce qui l'intéresse, c'est la poursuite de ses propres objectifs professionnels. Qu'importe que le quartier dans lequel il œuvre
soit l'un des plus défavorisés de la municipalité et que l'indice de littératie soit en chute libre depuis des années, aucune initiative n'a d'intérêt à ses yeux si elle ne contribue pas à sa superbe. J'aurais envie de lui crier mon indignation face à son ineptie, mais d'après ce que j'ai pu apprécier de son caractère depuis mon embauche récente à son service, ce ne sera d'aucune utilité. Il est buté. Alors, pour ce qui est de lui faire dévier de sa trajectoire, autant essayer de tuer un âne à coups de figue molle, comme dirait Astérix. Je préfère obtempérer. De toute façon, j'ai une idée qui devrait me permettre de faire capoter son projet. Bien sûr, monsieur le directeur, je m'en occupe. Donc, voilà, ça c'est le directeur, donc ça pose un peu son type de caractère. Je pourrais continuer avec un portrait d'une usagère, je ne sais pas si c'est trop long, vous tenez, je continue. Mademoiselle Chapelot. Je redescends l'escalier de service pour accomplir mon tour de garde avec les deux commis affectés au comptoir de près de ma section. Jasmin Julien, ou Gigi, un gars costaud et bedonnant que j'appelle affectueusement Winnie, puisque comme l'ourson de l'histoire, il porte constamment un t-shirt rouge qui peine à couvrir son ventre proéminent. Jasmin fait presque toujours tandem avec Timothy Kent, Tim pour les intimes, qui, dans mon imaginaire infantile, devient Tigrou en raison des Bengals de Cincinnati, dont il est un infatigable supporter. La bibliothèque est à peu près vide en ce début d'après-midi. L'animation reprendra de plus belle à la fin des classes. C'est sans doute la raison pour laquelle, dans ce silence relatif, l'ouverture de la porte principale attire notre attention. Sa fermeture feutrée est suivie d'un bruit lancinant de roues mal huilées et d'un amas de ferraille qui s'approche. Winnie et Tigrou tendent immédiatement l'oreille. J'ai l'impression qu'ils blêmissent tous les deux. « C'est elle, » dit Gluty Winnie. « Je sais, » répond Tigrou d'une voix tremblante. « Freddy, tu peux tenir seul le comptoir? Jasmin et moi allons prendre notre pause immédiatement. On revient dans quelques minutes. » Ah oui, en passant, tu peux en profiter pour t'occuper de Mademoiselle Chapelot? Je ne prends pas la peine de relever que Jasmin et Tim reviennent tout juste de leur heure de repas. Retourner en pause après 30 minutes de travail me semblait un brin exagéré, mais bon, il y a autre chose là-dessus que je dois explorer. J'en déduis que l'arrivée de Mademoiselle Chapelot n'est pas étrangère à ce brusque retournement de situation. « Juste un conseil, me chuchote Winnie avant de déguerpir. Si la situation dégénère avec elle, n'hésite pas à appeler la sécurité. » Me voilà donc seul avec la bête. Alors qu'elle longe le comptoir de près pour se diriger vers les rayons, la tête bien haute et sans m'accorder le moindre regard, 2 ou 3 choses me frappent immédiatement. D'abord, sa posture très droite et fière, son chapeau d'une excentricité digne de la reine d'Angleterre, avec des plumes multicolores plantées dans ce qui ressemble à un panier de fruits, sa robe imprimée d'un autre siècle au motif délavé et ses escarpins à talons carrés fermés par une sangle sur le dessus du pied comme celle que portent encore les religieuses. Le bruit de ses pas résonne sur le parquet de linoléum presque aussi fort que celui de son chariot de métal. Ce dernier est constitué d'un large panier de broches repliable, presque aussi imposant que celui d'un supermarché. Les 2 petits trous à l'arrière sont celles qui produisent le grincement infernal. À l'intérieur du panier, mademoiselle semble avoir installé une sorte de housse de tissu gaufré refermable et probablement hydrofuge afin de protéger les documents qu'elle emprunte. J'estime que la dimension de sa soute à bagages sur roue permettrait aisément d'y enfouir le corps démembré d'un adulte ou alors 2 petits-enfants chloroformés. Bon, voilà que mon imagination débridée me joue des tours. Le mieux est sans doute d'approcher discrètement de cette personne tout en gardant les yeux rivés sur le bouton de panique rouge du comptoir de près. Je prends au hasard quelques livres à reclasser et je la rejoins dans la section des romans policiers en esquissant un subtil pas de côté. Devant la tablette des H, elle semble absorbée, hésitant entre différents auteurs. Je me lance. À mon avis, vous devriez peut-être en profiter pour emprunter des romans de Tony Hillerman. Comme cet auteur est de descendance allemande du côté paternel et anglaise du côté maternel, et que ces histoires mettent en scène des représentants de la police tribale Navajos, je ne serais pas surpris que nous ayons les retirer de la circulation d'ici peu pour cause d'appropriation culturelle.
Les sourcils en forme d'accent circonflexe de mademoiselle et l'apparition soudaine de lignes de contrariété sur son front m'incitent à changer prestement de tactique. C'est que je suis drôlement physionomiste, moi. Remarquez, je dis ça, je ne dis rien. Hein. En passant, puis-je me permettre de vous complimenter pour votre chapeau? Je n'ai jamais vu rien de semblable. Quelle explosion de couleurs. Il vous va à ravir. Ma petite vanne lâchée, je m'apprête à vendre chèrement ma vie, m'aidant au besoin comme je peux d'un dictionnaire de synonymes mal reclassé que j'ai repéré sur une tablette à proximité. « Ah, vous trouvez, dit-elle en rougissant, c'est la première fois qu'on me complimente sur un de mes chapeaux. Vous savez, j'en ai eu plusieurs pour toutes sortes d'occasions, mais j'affectionne particulièrement celui-ci. Il m'a été offert par le prince Régnier de Monaco. Si, l'époux de la grande Grace Kelly. Il en pinçait pour moi dans une autre vie. Nous étions prêts d'annoncer nos fiançailles, mais à la fin, que voulez-vous, l'aura d'une actrice de légende a dû peser plus lourd que celle d'une professeure. J'enseignais le français. Ma maîtrise de la langue était parfaite. Elle est encore passablement, jeune homme. J'ai gagné de nombreux cours d'orthographe internationaux, vous savez. Je n'en doute pas un seul instant. Allez, je vous laisse terminer votre sélection. Venez me rejoindre au comptoir lorsque vous serez prête. 10 minutes plus tard, elle est devant moi avec une brassée imposante d'une trentaine de livres. Selon ce que j'ai pu comprendre, Mademoiselle Chapelot s'est investie du rôle de courtière en lecture auprès des autres occupants de sa résidence pour aînés. Elle sélectionne de manière très pointue des ouvrages adaptés à chacun de ses clients, accompagnant son propre prêt d'une petite explication ou d'un mot d'encouragement personnalisé. Je la félicite pour la valeur ajoutée qu'elle insuffle au service de la bibliothèque. Nouveau rougissement, nous nous quittons là-dessus. Ce n'est qu'une fois la porte refermée sur mon excentrique usagère que Jasmin et Tim pointent à nouveau leur nez. « Ça va? » fait Winnie. « Pas de membres cassés? » Non, tout va bien. Allez, le SWAT team, venez me remplacer. Je vais aller manger un morceau. Voilà. Merci. C'est Madeleine qui va nous donner un peu la... Bon, écoutez, on a pensé de faire un petit toast avec vous, hein, à votre santé, parce que vous êtes tous venus, puis à la santé de Pierre qui nous a tous réunis. Hein. Donc, on a un petit pétillant avec alcool et on a un mou de pomme sans alcool, on a de l'eau et on a du jus de fruits. Alors, il y en a pour tous les goûts. On vous invite à venir passer un toast avec nous.